Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Une représentation d'entreprises françaises est en Côte d'Ivoire. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, s'est entretenu avec une délégation du mouvement des entreprises de France. C'était l'occasion pour Begré-Mambé de présenter à ces entreprises les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bangou. Ils sont 47 chefs d'entreprise françaises à avoir fait le déplacement à l'hôtel du district d'Abidjan. La délégation du mouvement des entreprises de France, MEDEF International, a été instruite sur les potentialités de la Côte d'Ivoire et particulièrement du district d'Abidjan en termes d'investissement. Abidjan regorge près de 70% des activités économiques et industrielles de la Côte d'Ivoire, surtout dans les domaines secondaires et tertiaires. Abidjan est un hub pour les entreprises françaises. Vous vous installez ici, vous rayonnez au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, au Sénégal. Le gouverneur a particulièrement insisté sur les grands projets d'infrastructures de transport, d'aménagement urbain et de projets dans le domaine de l'éducation et de la santé. Le district d'Abidjan a, selon lui, l'ambition d'être le hub économique de la sous-région. Il a besoin, à ce titre, de l'appui des investisseurs français. Message bien perçu par la délégation du MEDEF qui se réjouit des signaux positifs qu'Abidjan donne à l'étranger. Il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées. Moi, je suis très confiant que dans les semaines et les mois à venir, il y aura des partenariats qui vont se nouer avec le district, avec les services de l'État pour pouvoir concrétiser des projets. Forte d'une quarantaine d'entreprises et composée à un tiers de représentants de petites et moyennes entreprises PME et de très petites entreprises TPE, la délégation du MEDEF avait en son sein des chefs d'entreprise exerçant dans les domaines de l'assainissement, de la formation, des TIC et des transports. Les régions de Lamé et de l'Agnébi vont accueillir au début du mois de mai le président de la République pour une visite d'État. Pour préparer l'arrivée du chef de l'État dans ces régions, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé hier avec les élus, cadres, chefs traditionnels et le corps préfectoral. Des échanges pour garantir la réussite de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans Lamé et l'Agnébi. On en parle avec Abou Sanogo. Salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district du plateau archi-comble. Rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les élus, cadres, chefs traditionnels, membres du corps préfectoral et la population de la région de Lamé et du département d'Agboville. Au centre de cette rencontre, les étapes de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le département d'Agboville sera visité le lundi 4 mai, le département d'Akoupé le 8 mai et celui d'Azopé le 9 mai. Les populations d'Agboville et de la région de Lamé attendent donc réserver un accueil chaleureux et enthousiaste au chef de l'État, Alassane Ouattara. Avant même qu'il arrive, de vous dire, de lui traduire au nom de toutes les populations de la région de Lamé nos sentiments sincères de remerciement que nous saurons lui traduire de façon plus vibrante lors de son séjour le 8 et 9 mai prochain. Nous allons montrer que nos régions sont des régions tout à fait favorables au président Alassane Ouattara, que nos régions sont également favorables au développement. C'est une occasion pour nous de démontrer que nous nous inscrivons dans la politique de développement du président Alassane Ouattara et je vous assure que nous mettrons tout en œuvre pour démontrer que ce peuple adhère à la politique du président. Le président de la République sera dans les chefs-lieux de département et de région. Le 8 mai à Akoupé et à Lépé. Le 9 mai à Yakassé à Tobrou. Adzopé abritera le meeting de clôture. Le président de la République va effectuer une visite de quelques heures ce jeudi à Tiasalé. Il profitera de cette occasion pour inaugurer l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. Cet hôpital confessionnel comporte toutes les commodités dignes d'un centre de santé ultramoderne, nous dit Mamadou Kouassi. Bonne nouvelle pour les usagers de l'autoroute du Nord. En plus du centre de secours d'urgence de Nzianois, ils auront au carrefour de Tiasalé un hôpital de référence dans la prise en charge des accidentés de la route. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste, situé dans la sous-préfecture de Ndoussi, a deux pôles d'activité, à savoir les urgences médico-chirurgicales et le pôle mère-enfant. L'hôpital est une réalisation de la Société de culture bananière, SCB, une filiale du fonds de dotation de la compagnie fruitière de Marseille.
L'entreprise est soutenue par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 800 millions de francs CFA dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA pour la première phase du projet. Cet hôpital confessionnel catholique sera géré par l'Ordre de Malte, une institution humanitaire rattachée au Vatican. Bon, le principe de l'Ordre de Malte est très simple, c'est un principe très humanitaire où on accueille le malade dans sa globalité. Toute la notion administrative, financière vient après la prise en charge de l'urgence vitale. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tia-Salé-Bodo a une dizaine de services, avec un plateau technique performant à l'image des structures sanitaires internationales. 2 salles d'opération, une salle traumatologie, une salle viscérale, 3 lits de soins intensifs, une unité de stérilisation centrale très performante et particulièrement moderne, un système de climatisation-ventilation des salles en surpression, ce qui est très important pour la lutte contre les infections nosocomiales, une pharmacie hospitalière qui sera essentiellement axée sur des médicaments génériques de qualité pour qu'ils soient facilement accessibles aux populations. Construit avec des matériaux locaux faits de briques de terre compressées, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste est destiné aux salariés de la SCB, ouvert à toute la population. Des services seront assurés par des agents du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, des contractuels, ainsi que des religieuses. La phase 2 du projet démarre à partir du 2e semestre 2015. Elle prend en compte le renforcement de sa capacité d'accueil. Le nombre de lits d'hospitalisation passera de 50 à 100 lits, avec des services supplémentaires et une chapelle. La fin du débrayage dans les centres de santé est effective après la suspension du mot d'ordre de grève de la coordination des syndicats des personnels soignants de santé. Le service a repris dans les hôpitaux. Il faut rappeler que ce personnel réclamait l'amélioration de ses conditions de vie et de travail. Notre reporter Ami Sissoko a fait son constat dans des centres de santé. Reprise du travail dans les centres hospitaliers et universitaires. Au CHU de Cocody, le docteur Louis Vedi, gynécologue obstétricien, a reçu plusieurs patients. Depuis hier d'ailleurs, la reprise elle est effective. Les patients sont là, on les a toutes vues. 2 sont déjà au bloc opératoire. Ceux qui sont là sont en attente d'accoucher, on va dire. Et puis d'autres sont hospitalisés. On a reçu environ une trentaine de patientes. Selon le directeur médical et scientifique du CHU de Cocody, le travail se déroule plutôt bien. Très tôt le matin, nous avons réuni les chefs de service et nous avons nos dispositions pour que les malades hospitalisés puissent être pris en charge. Donc les activités ont repris normalement. Tous les services fonctionnent, sauf les services qui sont normalement fermés, c'est-à-dire soit pour des travaux, par exemple. Les urgences sont fermées pour des travaux, donc les urgences ne fonctionnent pas, mais sinon tous les services fonctionnent. Pour rappel, les personnels de santé avaient lancé un mot d'ordre de grève de 72 heures le lundi 13 avril pour le déblocage de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce même lundi, ce mot d'ordre a été suspendu. Le Premier ministre Daniel Kablan-Djenkan ayant promis de les recevoir le 16 mai pour une meilleure analyse de leurs revendications. La saison des pluies s'annonce pour éviter les dégâts et pertes en vie humaine enregistrées l'année dernière. L'Office national de la protection civile tire la sonnette d'alarme. Elle a lancé une vaste campagne de sensibilisation aux effets néfastes des pluies diluviennes et c'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo. La campagne de sensibilisation contre les effets néfastes des pluies diluviennes lancée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Elle vise à prévenir les risques d'inondation, d'effondrement de maisons et d'éboulement de terrain. Cette campagne a aussi pour but d'avertir les populations sur les dangers auxquels elles s'exposent en vue de les inciter à libérer les sites dangereux, d'où le thème « Quelle prévention pour une population protégée contre les accidents domestiques et les inondations ?» Une initiative de l'Office national de la protection civile. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'on atteigne cet objectif 0 mort. Mais malheureusement, s'il advenait que des catastrophes survenaient et que des pertes en vies humaines étaient constatées, nous devons également montrer la force de réaction rapide du gouvernement à travers les structures spécialisées. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le gouvernement mettra tout en œuvre pour réduire les effets néfastes des pluies diluviennes. Par ailleurs, il exhorte les populations à quitter les zones à risque, car la météo prévoit cette année des pluies diluviennes.
demander à toutes les populations qui sont dans des zones à risque, les zones identifiées comme telles par tous les services compétents, de ne pas rester sur ces sites. Car rester sur ces sites, c'est mettre la vie de leur famille, leur propre vie en danger. Je veux que nous puissions le répéter partout. À ce jour, sur les 52 sous-quartiers à risque identifiés dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Yopougon et de Cocody, plus de 80% ont été libérés. Tout sera mis en œuvre pour que la totalité des sites identifiés soit libérée pour le bien-être des populations. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique fait son point de l'année scolaire écoulée. La direction des stratégies de la planification des statistiques vient de publier en son nom les données statistiques de l'année 2014-2015. Selon le ministre Kandia Camara, les indicateurs sont en hausse. Franck Quadio. C'est désormais officiel. Les résultats des données statistiques scolaires 2014 à 2015 sont disponibles. Ces résultats concernent la période allant de janvier au 14 mars 2015, 3 mois de données sur l'école ivoirienne réalisées sur l'ensemble du territoire par la direction des stratégies, de la planification et des statistiques. Les statistiques scolaires participent de la bonne gouvernance de l'école dans la mesure où elles aident à la décision pour un accès généralisé, équitable et de qualité. Par exemple, cette session a porté sur une population de 5 49 496 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire de l'enseignement général et technique. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, les indices sont au vert. La scolarisation de la jeune fille, par exemple, 58,8% contre 54,2% l'année 2013 à 2014, soit une hausse de 4,6%. Autant de raisons d'être optimiste. De façon générale, tous les indicateurs sont en hausse. Nous notons une nette amélioration du taux brut de scolarisation, tant dans le cycle primaire que secondaire. Cela est le résultat des efforts entrepris par le gouvernement pour faire de l'accès à l'école pour tous une réalité. Taux brut de scolarisation à 95,4% au primaire, même s'il y a encore quelques 1 43 450 élèves sans extrait d'acte de naissance au primaire, la sensibilisation est de mise. À l'étranger, les États-Unis et Cuba se rapprochent de plus en plus. Le président américain Barack Obama a finalement décidé de retirer Cuba de sa liste noire des États soutenant le terrorisme. Et pour la Havane, cette décision est juste et marque la normalisation de ses rapports avec les États-Unis. Hamza Diaby. Barack Obama retire Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. 3 jours après son tête-à-tête historique avec Raúl Castro, cette décision apporte un espoir inédit dans l'île. C'est une réaffirmation que les États-Unis font comme promis dans le processus de négociation. Les Cubains ont toujours été très méfiants vis-à-vis des États-Unis, à savoir s'ils feraient ou pas ce qu'ils ont promis. Et là, ils font ce qu'ils avaient promis. Les Cubains ont hâte d'être retirés de la liste. Et le président a compris, avec le long processus de négociation, que c'est quelque chose dont les Cubains avaient besoin, non seulement pour s'asseoir à une table, mais aussi pour continuer de rester à cette table. La Havane avait demandé ce retrait comme préalable à tout rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis avant de rouvrir des ambassades. Et toujours au plan international, la présidente de la Corée du Sud a promis aujourd'hui de renflouer le ferry Séoul. Cet engin avait fait naufrage en 2014, tuant 304 personnes. Une alerte a été émise dans 5 États du Mexique après un vol d'iridium 192, une substance radioactive à usage industriel. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Intérieur. Le médiateur de l'ONU au Yémen, Jamal Ben Omar, a rendu sa démission alors qu'une coalition conduite par l'Arabie saoudite bombarde les positions des rebelles chiites houthis depuis plus de 3 semaines. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous.